Bonjour à tous. Bonjour Muriel. Bonjour Olivier. Bonjour Bonjour à à tous. tous. Bienvenue dans cette 10e rencontre médiation familiale. Je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, nous avons une thématique qui sera développée par Olivier Chamberloire. Olivier, tu es médiateur certifié en médiation transformative et tu es aussi le responsable du réseau francophone de la médiation transformative. L'un des animateurs, on va dire, pardon. Ouais. D'accord. Et tu viens ce soir à la fois nous parler de la médiation transformative, mais aussi nous parler de ce que tu as appelé euh, accompagnement à la discussion familiale autour des questions de transmission et de succession. Mhm. Voilà, donc vous avez été nombreux à vous intéresser, je pense, à ces deux thématiques. Voilà, je te laisse la parole. Bien, merci beaucoup Muriel. Donc bonsoir à toutes et tous. C'est un peu bizarre pour moi de parler sans voir personne en face, à part toi Muriel, mais je pense que je vais m'habituer. Je pense que je vais tout de suite partager un document. Alors pour rebondir sur l'introduction de Muriel, juste dire que je vais essayer de ne pas parler trop longtemps de l'approche transformative pour avoir pas mal de temps pour ce qui, à mon avis, vous intéresse davantage, qui sont les cas concrets, en fait. L'idée, c'est de témoigner d'interventions que j'ai pu faire dans ce type de contexte. Alors, je partage l'écran. J'ai appelé ça assistance au dialogue familial dans des contextes de succession et de transmission. J'aurai l'occasion, je pense, de vous dire pourquoi j'appelle ça plutôt assistance au dialogue familial que médiation. Parce que ça me semble plus adapté à la diversité des contextes dont on parle là. Sur cette page, vous voyez une avalanche de logos qui résume un peu ce que je fais. Donc très rapidement, pour comprendre un peu d'où je parle, moi je suis essentiellement médiateur. Et donc l'essentiel de mon activité, des accompagnements et des soutiens au dialogue justement dans divers contextes. C'est quelque chose que je fais à travers la société qui a le nom commercial Homéo, là en haut à gauche, qui est une petite boîte hein, où je suis tout seul, pour être tout à fait franc. C'est une activité que j'ai démarrée il y a une quinzaine d'années, plutôt dans mon milieu d'origine, on va dire, qui sont plutôt les organisations, les entreprises, les associations, les administrations, etc. Et puis qui s'est diversifié dans divers contextes, dont l'univers familial en particulier sur ces sujets-là. Voilà, Sensei, c'est l'entreprise à travers laquelle je propose des formations, parce que je suis également formateur, des formations, des entraînements, des analyses de pratique, etc., en médiation et en particulier en médiation transformative. Et puis en bas, vous voyez deux logos qui sont l'Institut pour l'étude de la transformation du conflit, qui est le think tank en fait créé par les fondateurs de l'approche transformative dans les années 90, voilà, qui est basé aux États-Unis, mais qui est très international et puis dont je fais partie, en fait, je suis au CA de cette chose-là. Et puis le fameux réseau francophone pour une approche transformative du conflit, qui en est une émanation pour le monde francophone. Euh, voilà à peu près. J'ai précisé que j'étais généraliste et transformatif. J'insiste sur le généraliste et puis je rajouterais conventionnel aussi, c'est-à-dire que j'interviens dans des contextes qui n'ont rien à voir avec la justice, avec les tribunaux, etc. Et donc dans des contextes assez variés. Donc la famille, les organisations, mais aussi les voisins, les amis, les associés, que sais-je encore. Voilà, donc très généraliste. Alors j'enchaîne tout de suite. Ça reprend un peu l'accroche, je crois, du webinaire qui était fait dans la communication. L'idée des interventions dont je vais vous parler, c'est de soutenir les membres d'une famille dans les efforts qu'ils peuvent faire pour avoir ensemble des conversations qui peuvent être sensibles ou difficiles, on pourrait dire importantes. Par exemple, quand ils souhaitent anticiper, sécuriser une succession future, donc plutôt en mode préventif, même si je reviendrai sur ces notions de préventif et curatif.
pour faciliter ou débloquer une succession quand elle est percutée, polluée, bousculée, on va dire, par la résurgence de choses du passé, hein, qui peuvent être plus ou moins anodines, plus ou moins importantes et traumatisantes, et qui ont pu avoir lieu au sein de la famille. Et puis, l'autre type de contexte dont je vais vous parler, c'est quand les personnes souhaitent prendre soin de leur relation dans le cadre d'une transmission d'entreprise intrafamiliale. Euh, voilà. Et effectivement, quels que soient les contextes, ça me semblait important de faire un détour avant de vous présenter ces exemples pour que vous compreniez en fait la façon de procéder qui est quand même largement sous-tendue par cette approche spécifique du conflit et de la façon de l'accompagner qui est l'approche dite transformative. Alors, je vais commencer par justement venir sur comment on regarde en fait le conflit et les interactions, la relation interpersonnelle dans l'approche transformative. En commençant, et c'est pas tellement la coutume de commencer comme ça, mais là, l'idée, c'est de vous donner un aperçu très rapide, juste pour partager on va dire un langage commun pour la suite de mon exposé. Euh, Commencer par décrire comment les auteurs parlent de l'interaction entre deux personnes, hein, pour faire simple, quand celle-ci est constructive. Et ils en parlent à partir de comment se sentent, dans quel état interne se trouvent les personnes impliquées dans cette interaction. Et ils les décrivent par deux aspects, en fait. Le premier qui est ce qu'ils appellent la force. Alors nous, en français, on a rajouté force intérieure pour pas d'ambiguïté, et qui correspond en gros à la pleine possession de ses moyens, en fait, l'équilibre de la personne. Donc c'est quand on est calme, lucide, précis, affirmé, avec de la confiance en soi, avec de la capacité à prendre des décisions. Bref, en pleine possession de ses moyens. Et la deuxième caractéristique, c'est quand on est dans une forme d'ouverture à l'autre, c'est-à-dire avec un minimum d'attention, de compréhension, de capacité de compassion, de confiance en l'autre. Je parle de confiance a priori, en tout cas, et puis qui peut s'enrichir et se développer, de flexibilité, de capacité d'adaptation à la différence de l'autre, etc. Et l'idée, c'est que ces deux choses-là marchent ensemble et bouclent l'une sur l'autre, c'est-à-dire que plus je suis bien dans mes baskets, on va dire, et au clair et lucide, etc., plus je suis en mesure d'accueillir l'autre dans sa différence et donc de faire preuve d'ouverture à son égard. Et dans l'autre sens, bah, c'est la même chose. Euh, on dit que ça boucle, hein, intérieurement et puis de l'une sur l'autre. Alors d'une personne sur l'autre, par exemple, c'est plus je suis ouvert à l'autre, plus je lui laisse de la place, plus ça le conduit à être stable, équilibré, lui ou elle-même, et à être, on va dire, bien et en possession de ses moyens. De même, quand je suis ouvert à l'autre et que je l'écoute, là je vais parler de bouclage à l'intérieur, enfin à l'intérieur de chaque personne, on va dire, le plus je suis en mesure de tirer profit de sa perception, de me comparer, de me positionner, de me confirmer dans certaines convictions ou certains ressentis, ou peut-être aussi d'évoluer. Bref, j'enrichis, je me construis, j'enrichis ma force intérieure comme ça. Et donc l'idée, c'est que dans cette interaction de l'un à l'autre, pardon, se met en place un cercle vertueux, une spirale positive, disent les auteurs, qui est donc constructive, créatrice de liens, humanisante, où l'un et l'autre, on s'accepte dans nos différences, on s'enrichit de la différence de l'autre, etc. Je rentre pas plus que ça dans les détails. Ça, c'est quand tout va bien. Euh, et le problème, c'est que quand il y a un petit grain de sel, un grain de sable, pardon, plus que de sel, ou un gros grain de sable, les choses peuvent tourner dans l'autre sens. Et les deux impacts du conflit ou de l'interaction conflictuelle qui sont théorisés, identifiés par les auteurs, c'est ce qu'on a traduit par la déstabilisation. Les auteurs, ils disent carrément faiblesse ou fragilité. C'est en fait, je suis décalé de mon point d'équilibre.
Je suis fragilisé, je suis confus, je suis potentiellement débordé par des émotions négatives, je suis indécis, je perds un peu le sens de ce qui est important et de ce qui l'est moins, etc. Ça s'accompagne de tout un tas de manifestations à la fois cognitives, émotionnelles, physiologiques. Bref, je vous fais pas le schéma, vous connaissez ça aussi bien que moi. Quand je suis plongé dans un conflit, je suis plus vraiment moi-même, je suis pas dans mon assiette et j'ai un fonctionnement qui est pas optimal, on va dire. Et le deuxième impact, c'est la fermeture, au sens de fermeture à l'autre, de repli sur soi, et qui se manifeste par des comportements, c'est assez connu, hein, soit de blocage, soit d'évitement, soit même d'hostilité. Bref, je ne vais pas vous lire tous les mots-clés qui sont là. Et là, on va retrouver aussi le bouclage qu'on avait quand tout allait bien. Il existe aussi quand ça va mal. C'est-à-dire que le plus je suis pas bien dans mon assiette, pas bien dans mes baskets, le plus c'est difficile pour moi d'être réceptif à la différence de l'autre. Et le plus j'ai tendance à me fermer, à me replier ou à adopter tel ou tel comportement de fermeture que j'évoquais précédemment. Et ça boucle également dans l'autre sens, à savoir que le plus je suis fermé vis-à-vis de l'autre, par exemple, soit que je l'évite, soit que je l'agresse, le plus a tendance à le déstabiliser à son tour, hein. Et ça boucle comme ça. Ça boucle également en interne à ma personne, c'est-à-dire que le plus je me replie sur moi-même ou j'adopte des comportements qui ne sont pas mes comportements habituels, soit de fuite, soit d'agression, etc., le plus ça contribue à me déstabiliser davantage parce que c'est pas la personne que je suis ou que je veux être. Je déclenche éventuellement de la culpabilité ou de la honte. Et ça vient aggraver ce phénomène de déstabilisation. Et donc se met en place un cercle vicieux, une spirale négative, destructrice, qui peut être même diabolisante s'agissant de l'autre, qu'on peut aussi comparer à ce qu'on appelle généralement l'escalade du conflit. C'est-à-dire qu'à partir de quelque chose qui parfois peut paraître anodin, la déstabilisation et les fermetures s'amplifiant l'une l'autre, on arrive à des extrémités que tout un chacun en tant que médiateur, on connaît. Voilà pour l'interaction constructive et l'interaction conflictuelle. Alors, ce qui va être intéressant, c'est quand on les met en regard l'une de l'autre, et c'est ce que font les auteurs, qui invitent à regarder le conflit comme une crise de l'interaction, c'est-à-dire finalement quelque chose qui survient ça ou là quand on est en interaction avec l'autre. Et dans cette interaction avec l'autre, bah, on est tantôt à droite de ce schéma, tantôt à gauche. On pense que ça va bien, on est bien dans ses baskets, on écoute l'autre, on s'enrichit de sa différence, etc. et vice-versa. Et puis, badaboum, il se passe quelque chose, soit un stimulus externe, soit quelque chose qui apparaît dans la relation, un malentendu, un mot mal interprété, un comportement comment dire, mal vécu par l'autre, etc. Et on se retrouve plutôt sur la gauche de ce schéma. Et l'idée qui est importante à avoir, et c'est surtout pour ça que je voulais vous en parler, c'est qu'effectivement, ça veut dire que les notions de préventif ou curatif, en fait, c'est pas quelque chose de binaire. C'est-à-dire que soit on n'est pas soit dans le dialogue constructif, soit dans le conflit. En fait, on est dans l'interaction avec l'autre, et de temps à autre, cette interaction peut partir sur un chemin conflictuel. Mais elle peut aussi revenir à quelque chose de davantage constructif, hein. Donc il y a cette idée de dire que, en fait, à chaque fois qu'on se confronte à l'autre, on a des opportunités de se renforcer et d'accepter l'autre, mais on a aussi des risques d'être déstabilisé et de partir plutôt dans des mécanismes de rejet. Et donc c'est cette idée du continuum entre le conflit et l'interaction constructive qui me paraît intéressante, parce que finalement, ça veut dire que en tiers intervenant auprès des familles, dont je vais vous parler juste après, ce qu'il s'agit de faire, ça va être de soutenir le dialogue, que celui-ci soit constructif ou qu'il le devienne moins, qu'il devienne plus conflictuel, et ça au gré du processus. Et on ne peut pas forcément savoir
quand il va être constructif et quand il va l'être moins. Voilà. Et pour terminer sur ces schémas, je suis désolé parce que j'ai vraiment pas le temps d'expliquer le pourquoi du comment, etc. On en arrive là, mais l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'on considère dans l'approche transformative que dans ce phénomène dynamique qu'est le conflit, les protagonistes peuvent transformer l'interaction qui est devenue conflictuelle en quelque chose qui redevient plus constructif et ils peuvent le faire par eux-mêmes. Et c'est ce qu'on fait au quotidien quand on rentre dans une interaction qui devient un peu conflictuelle et qu'on arrive à rétablir les choses en faisant un petit effort de retenue, de retour au calme, de réouverture à l'autre. C'est une transformation que les personnes opèrent en produisant ce qu'on appelle des mouvements d'empowerment et de reconnaissance. Dans le sens où le mouvement d'empowerment, c'est une reprise de contrôle sur soi-même, un regain d'équilibre, un retour au calme, une prise de recul, des prises de conscience qui s'accompagnent de prises de décision sur son propre comportement. Et les mouvements de reconnaissance, c'est des mouvements de réouverture à l'autre, de réacceptation, où on redevient capable d'écouter, de faire de la place, d'accueillir, d'accepter, et pour tenir compte de la différence de l'autre dans l'interaction. Euh, voilà. Et ce qui est important de retenir, c'est que dans notre philosophie de médiateur transformatif, notre valeur cardinale, c'est l'autodétermination des participants et donc le fait de les accompagner dans un phénomène qu'ils ne peuvent opérer que eux-mêmes, qui est celui de cet empowerment, de cette reprise de contrôle sur eux-mêmes. Et puis, sur ce schéma, vous revoyez des flèches qui reviennent dans le sens inverse, là, les petites flèches en pointillés qui sont à l'intérieur des grosses flèches, qui signifient qu'effectivement, dans ces processus et pendant les accompagnements qu'on peut proposer, on est soumis à des allers et des retours, c'est-à-dire que tantôt ça va mieux et tantôt ça va moins bien. On accompagne les gens dans ces tribulations, si j'ose dire. Voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ces mouvements d'empowerment et de reconnaissance, on est convaincu qu'on ne peut pas les faire à leur place. Seules les personnes peuvent les opérer. Et d'ailleurs, en général, c'est ce que signifie cette petite flèche en diagonale. Euh, on dit même que les mouvements de reconnaissance et de réouverture à l'autre ne sont possibles que si les personnes produisent suffisamment d'empowerment, c'est-à-dire retrouvent suffisamment de contrôle et de pouvoir sur elles-mêmes pour prendre la décision, pour faire l'effort de se réouvrir à l'autre. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'en suis, Muriel, mais tu peux me dire, on s'était dit sur WhatsApp, mais en fait, tu peux me le dire en direct si tu veux. Alors, je pense que tu es au moment où tu voulais passer aux exemples simplement. Est-ce que tu peux D'accord. préciser les auteurs dont tu parles? Oui, les auteurs, je pourrais en reparler un peu à la fin si vous voulez, parce que j'ai une diapo là-dessus, au moment des questions, ou même après. Ils s'appellent Baruch Bush et Joe Folger. Leur ouvrage, on va dire fondateur, s'appelait Promise of Mediation, donc la promesse de la médiation, mais il n'a pas été traduit en français. Et il y a un seul bouquin qui a été traduit en français, c'est moi qui m'en suis occupé d'ailleurs, mais qui est en fait une compilation de chapitres d'un autre livre et qui s'appelle La médiation transformative, une approche non directive du conflit, aux éditions RS. Voilà, je termine juste par les intentions et le rôle du médiateur qui découlent en fait de cette approche-là, et j'entre ensuite dans les exemples. Ce que je me propose de faire auprès des personnes que j'accompagne, c'est de les assister dans des conversations qui leur appartiennent, c'est-à-dire qu'elles choisissent les sujets dont elles parlent, la façon d'en parler, comment elles gèrent leur temps, etc. Donc, elles choisissent également des choses qui sont en rapport avec le processus. Je les laisse naviguer librement entre les questions factuelles à traiter qui les occupent ou qui les préoccupent et les manifestations de leur déstabilisation et de leur fermeture à l'autre. C'est-à-dire que si viennent se mélanger là-dedans une expression intense d'une émotion ou d'une animosité vis-à-vis de l'autre, etc., je leur fais de la place et je les soutiens. Je les écoute attentivement, je les suis et je les soutiens en reflétant fidèlement ce qu'ils cherchent à exprimer, en leur proposant de développer des points qui semblent importants pour eux, en résumant leurs points de convergence et surtout de divergence. Voilà. Et je termine par deux points qui sont vraiment, comment dire, raccrochés à ce que je vous ai dit précédemment. J'essaye de soutenir les mouvements d'empowerment qu'ils opèrent et je le fais en privilégiant leur prise de décision
à chaque fois que ça peut se présenter, et sans jamais supplanter cette prise de décision. Hein. Et je parle de prise de décision sur toute chose, importante ou moins importante, non seulement sur le contenu de leur échange et sur l'issue qu'ils désirent, mais aussi sur le processus lui-même. Donc, de quoi ils veulent parler maintenant? Est-ce qu'ils veulent revenir sur quelque chose ou aller sur autre chose? Est-ce qu'ils veulent faire une pause? Est-ce qu'ils veulent s'arrêter? Ou que sais-je encore? Et qu'est-ce qu'ils veulent faire après cette séance-là? Est-ce qu'ils veulent en faire une autre? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et donc, on ne perd jamais une occasion de laisser les participants qu'on accompagne prendre leurs propres décisions. Parce qu'on considère que ça participe à ce processus d'empowerment et qu'en commençant à prendre des décisions sur des choses, on se rend davantage capable d'en prendre sur des choses de plus en plus importantes pour soi. Voilà. Soutien des mouvements de reconnaissance aussi. Et là, avec cette même logique, c'est-à-dire en favorisant, mais sans jamais les forcer, les efforts que chacun fait pour se former une compréhension nouvelle du point de vue de l'autre, pour s'ouvrir à l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, on va s'interdire d'aller à la pêche à la reconnaissance en demandant à quelqu'un si, il comprend maintenant ce qu'a voulu faire l'autre ou est-ce qu'il a pris conscience des intentions de l'autre qui n'étaient pas négatives ou est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il a provoqué chez l'autre, etc. On attend que ça se présente, ces choses-là, et on les accompagne. Dernière chose que j'avais envie de préciser, c'est que dans cette approche-là, on met assez à distance la question de l'accord ou de l'entente ou du règlement du différend, c'est-à-dire des questions qu'on pourrait considérer comme techniques, euh, et parce qu'on considère qu'en fait, c'est une résultante possible, pas toujours assurée, du dialogue constructif. Ou si je le dis autrement, tant que les personnes n'auront pas retrouvé suffisamment de force intérieure et d'ouverture à l'autre pour dialoguer de façon constructive, il ne peut pas en sortir une entente ou un accord qui tienne la route et qui soit durable. Et à l'inverse, bah, s'ils arrivent à se parler, ce sont les meilleurs experts de leurs problèmes et les plus aptes à prendre les bonnes décisions à ce sujet. Voilà pour l'approche transformative. Je vérifie le timing. OK, donc ça devrait aller. Quelques exemples d'intervention. Ce dont j'ai prévu de vous parler, c'est premièrement ce que j'appelle moi un projet familial autour du patrimoine du père de cette famille. Ensuite, je voudrais vous parler de deux phases d'un même accompagnement. D'abord, le choix d'un ou plusieurs repreneurs d'une entreprise familiale parmi les enfants de la chef d'entreprise. Et suivi, une fois que cette chose-là a été faite, du dialogue entre une mère et son fils pendant qu'ils négocient la vente de cette entreprise. Et puis qu'il y a aussi quelques petites déclinaisons avec les frères et sœurs du fils qui rachète, mais j'en parlerai tout à l'heure. Troisième exemple, reprise de dialogue entre une femme et son frère en marge d'une succession, et ce, peu après le décès de leur père, et dans un contexte, pour le coup, très conflictuel, euh, qui d'ailleurs se traduit par une incommunicabilité totale. Et puis enfin, si j'ai le temps, je vous dirai un mot d'un contexte assez traditionnel d'intervention, qui est tout simplement le dialogue au sein d'une fratrie à l'issue d'une succession, mais un petit peu à distance pour essayer de prendre en charge un certain nombre de sujets qui demeurent ou qui sont restés en suspens depuis le décès de leurs parents. Alors on y va sur le premier. Le contexte, ben, c'est un père de famille, 75 ans, qui a beaucoup travaillé, qui est un ancien grand patron, qui a amassé une fortune et qui a 6 enfants et qui ressent le besoin, aussi parce que ça lui a été soufflé un peu à l'oreille par son conseiller en patrimoine, qui, euh, qui est un partenaire à moi, en fait. Ça me permet de faire cette petite parenthèse parce que je pense que ça devrait vous intéresser pour ceux qui s'interrogent sur comment on peut en arriver à travailler dans des contextes comme ça. Ben, c'est tout simplement que ben, sur ces histoires de succession, en particulier quand les gens ont du patrimoine, en général, ils sont accompagnés par des experts.
Bon, là, pour le coup, pour des fortunes, c'est plutôt voilà, des conseillers en patrimoine, pour des gens plus classiques comme vous et moi, enfin en tout cas comme moi, ça pourrait être un notaire, tout simplement. Et j'en parlerai d'ailleurs tout à l'heure. Mais là, pour le coup, c'est le conseiller en patrimoine qui souffle à l'oreille de son client que ça pourrait avoir du sens, qui se soucie de ce qui va advenir de son patrimoine et surtout ce qui va advenir de ses enfants et de la qualité de leur relation quand viendra le jour de la succession. Et voilà, et j'ai anticipé sur le pourquoi. L'idée, c'est d'anticiper la succession et la transmission de ce patrimoine, et avec une volonté qui est clairement exprimée par le père de pérennisation. Cette idée de dire, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai amassé un patrimoine, je veux que mes enfants en profitent, mais aussi mes petits-enfants, mais aussi mes arrière-petits-enfants, etc. Et donc, j'entends qu'il ne soit pas dilapidé, enfin en tout cas qu'il soit géré correctement et qu'il ne soit pas non plus, c'est le deuxième point, le support ou le prétexte de guerre de tranchées entre les gens de ma descendance. Et donc d'en faire plutôt un objet pérennisable et surtout un objet de cohésion, un objet de préservation et de consolidation de l'unité de la famille, en fait. Voilà l'attente, le besoin, la préoccupation du client, si j'ose dire. Alors, du coup, en quoi ça consiste un accompagnement comme ça? C'est là que je parle de démarche de dialogue assisté, parce qu'évidemment, dans un contexte comme ça, c'est pas le mot médiation qu'on peut employer, parce que les personnes se situent dans plutôt une dynamique préventive. Ils ne se considèrent pas du tout en conflit, même si vous imaginez qu'entre un père et 6 enfants, je ne rentrerai pas dans le détail de l'histoire familiale, mais chaque famille a son histoire. Forcément, quand on se met autour d'une table et qu'on parle de projets importants, le conflit est pas loin. Mais à l'instant T où la personne déclenche cet accompagnement, en fait, elle éprouve un besoin d'être aidée, assistée dans un dialogue qui certes peut être sensible, mais qui n'est pas considéré aujourd'hui euh, comme un dialogue intervenant dans un contexte conflictuel. En revanche, ils sont sensibles aux risques qui sont inhérents à la démarche, en fait. Voilà. Et l'idée de cette démarche de dialogue, c'est qu'elle permette à chaque membre de la famille de clarifier pour soi-même et de partager avec les autres ce que provoque chez lui ou chez elle cette démarche du père. Euh, et je reviendrai d'ailleurs peut-être un peu sur l'ambiance générale par rapport au sujet dans cette famille. Ça peut permettre à tous, s'ils y arrivent, d'identifier, de décider ce qui sera transmis à chacun individuellement et ce qui pourra rester sous un régime, on va dire, de propriété et de gestion collective. Et puis, si effectivement ils avancent sur le chemin d'une gestion collective d'une partie du patrimoine, ça peut leur permettre à tous aussi, ensemble, de préciser l'esprit, les valeurs sur lesquelles s'appuiera ce projet et ses modalités en termes d'organisation, de comment ça doit fonctionner, à quoi on s'engage mutuellement, etc. Voilà, je dirais peut-être un mot un peu de l'ambiance générale dans une famille comme ça. C'est que typiquement, là, cette famille à laquelle je pense, euh, ces 6 enfants n'ont jamais été associés en rien jusqu'à ce jour-là. J'exagère à peine, on va dire, à ces questions d'argent et ces questions de patrimoine. Ils en ont été assez protégés, bien qu'étant vivant dans un confort indéniable, hein, pouvant avoir une maison, chacun, etc., avec le soutien de la famille. Mais en revanche, les affaires, le capital, les actions, les entreprises, etc., ils n'étaient pas du tout mêlés à cette histoire-là. Et donc, il faut mesurer, en fait, l'impact que ça peut avoir sur des personnes de 30 à 50 ans quand leur père se tourne vers eux et leur dit, bah voilà, j'ai ce sujet-là, je vous en ai jamais trop parlé, mais maintenant il est temps que je vous mette dans la boucle. Ça devient un sujet, je veux entre guillemets vous responsabiliser là-dessus. Je veux pas que vous vous entretuiez à cause de ça.
et j'entends que ça profite à mes petits-enfants et à ceux qui suivront. Euh, bah, selon quel genre de métier on a, quel genre de culture on a, quel rapport on peut avoir à l'argent, etc. Bah, dans une fratrie assez large comme celle-là, vous pouvez avoir une grande diversité de réactions qui peuvent être plus ou moins intenses par rapport au déclenchement d'une démarche de ce type. Alors, je passe au déroulement, en fait, tout simplement. Alors, il y a des choses là-dedans qui vont vous sembler peut-être très, très classiques, hein, et d'autres peut-être plus étonnantes. Euh, Cette intervention, en fait, elle commence par un entretien de cadrage avec le père. Donc, vous voyez déjà qu'on a quand même des spécificités, des choses qui s'éloignent de la conception qu'on peut avoir de la médiation, hein, d'une manière générale, parce que il y a là, de fait, un déséquilibre qui s'instaure, où il y a quelqu'un qui initie le processus et qui invite les autres à la fête, si j'ose dire. Et avec cette personne-là qui initie le processus, on développe une relation un petit peu particulière, un peu décalée par rapport aux autres, hein. Donc on n'est pas, il est absolument impossible d'imaginer quelque chose de complètement équilibré en termes de temps passé avec l'un ou avec l'autre, en termes de nature et de qualité de la relation, etc. Puisque finalement on passe plus de temps avec l'un qu'avec les autres et dans une posture qui est un petit peu différente. Voilà. Deuxième étape, message du père aux enfants, qui correspond en gros à ce que je vous ai dit sur la diapo d'avant, hein, c'est-à-dire voilà où j'en suis, voilà à quoi je vous invite, voilà le processus que je vous propose. Il y a un gars qui s'appelle Olivier qui va prendre contact avec vous pour fixer des entretiens, pour voilà, recueillir un peu vos premières réactions, vos impressions, et vous aider à réfléchir et à prendre du recul par rapport à ce sujet-là que je mets sur la table. Et donc l'étape suivante, c'est les entretiens que j'ai réalisés sur cette opération-là en visio. Euh, mais ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, on organise une série d'entretiens pendant 2 jours ou un jour. À des heures fixées où les enfants défilent au domicile parental, par exemple, ou bien dans un endroit neutre, ça dépend des familles. Voilà. Et à la suite de ces entretiens, qui ne servent pas pour le médiateur, je continue à m'appeler quand même médiateur dans un cas comme celui-là, qui ne servent pas à faire une forme de diagnostic ou d'analyse pour en dégager euh, on va dire, des orientations ou des points de vigilance, etc., qui sert plutôt aux personnes que j'interviewe, entre guillemets, à elles-mêmes se préparer mentalement, on va dire, à l'échange avec le père et les frères et sœurs. Euh, et donc, c'est l'étape qui suit. C'est tout simplement une réunion familiale. Pour le coup, sur cette famille-là, tout s'est passé au domicile paternel. Voilà, autour de la table de la salle à manger, et a été suivi d'un dîner pris en commun très convivial, quand bien même cette première réunion familiale a été très, très chaude, dans le sens où, ben, comme souvent dans ces cas-là, c'est l'occasion de faire remonter à la surface un certain nombre d'inimitiés entre certains frères et sœurs, un problème entre le père et un de ses fils, voilà, des choses de cet ordre-là, et qui déclenchent du coup en parallèle des médiations pour le coup, ou en tout cas des moments de dialogue assistés par mes soins en face à face entre certains membres de la fratrie. Et là, ça me permet de faire une petite parenthèse aussi, qui est de dire que ce processus-là, moi, au début, je donne à voir à la personne qui le déclenche le champ des possibles de ce qui pourrait se passer, mais je ne peux pas lui dire ça va être tant de réunions familiales et je ne peux pas lui dire s'il va y avoir, et si oui, combien de processus parallèles qui vont se déclencher du fait de ce qu'il est en train de provoquer. Hein, parce que personne ne sait, et surtout pas lui,
qu'il va y avoir un truc qui va exploser pendant la réunion familiale entre son fils et lui, par exemple, ou entre son fils aîné et son plus jeune fils qui a mal vécu tel truc il y a 20 ans entre eux, quoi. Euh, voilà, et donc on fait ce qu'il y a à faire et ça introduit une forme de difficulté parce qu'on est toujours dans l'incertitude pour dimensionner l'accompagnement. Et comme je vous disais tout à l'heure, comme moi je suis dans une philosophie où, euh, comment dire, on se veut non directif, y compris sur le processus, et qu'on veut laisser aux personnes la possibilité de décider ce qu'ils ont besoin de faire ensemble, et ben ça ouvre la porte quand même à des processus parallèles comme ça qu'il est difficile de dimensionner. Voilà. Il se trouve que dans ce dossier-là, on a fait 2 réunions familiales supplémentaires sur le même modèle que la première, et ça a débouché sur euh, la coécriture d'une charte familiale, c'est-à-dire d'un document qu'ils ont eux-mêmes écrit, sur la base quand même des notes que j'ai prises lors de la dernière réunion et dont je leur ai fait une synthèse. Mais ensuite, ils l'ont fait circuler et ils ont abouti à un document qui précise tout ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire dans quel esprit ils font les choses, qu'est-ce qu'ils font exactement, quelles sont les modalités, etc. J'enchaîne sur le deuxième exemple avec quelque chose de tout à fait différent. J'ai été contacté euh, par quelqu'un qui, par bouche à oreille, avait entendu parler d'un accompagnement du type de celui que je viens de vous décrire, par une chef d'entreprise, 60 ans, qui a 4 enfants et qui, préparant sa retraite, voulait vendre son entreprise et se disait que bah, peut-être qu'un de ses enfants ou plusieurs seraient intéressés et voulait le proposer en priorité avant d'aller chercher à l'extérieur. Et donc l'idée, c'est d'anticiper cette vente et d'identifier en priorité les repreneurs potentiels parmi les enfants. Et toujours avec cette idée, ce soin de vouloir préserver et consolider la cohésion de la fratrie, c'est-à-dire même en ayant cette volonté-là, d'être conscient que ça peut être dangereux parce qu'il peut y avoir des rivalités à l'intérieur de la fratrie par rapport à ça. Et puis, s'il y en a plusieurs qui veulent le faire, est-ce qu'ils peuvent le faire ensemble ou pas? Et dans ce cas, est-ce que ça risque d'être compliqué, etc. Et donc, il y a l'idée de prendre tous ensemble des décisions sereines par rapport à ça, euh, pour que derrière les choses se passent bien. Donc là, pareil, démarche de dialogue assisté. L'idée étant que chacun puisse faire part de son éventuelle motivation et des conditions dans lesquelles ça pourrait se faire. Avec l'idée que on puisse partager tous ensemble les questions ou préoccupations euh, par rapport à la reprise qui pourrait être faite de cette entreprise par un frère ou une sœur. Euh, Parce que même s'ils ne sont pas propriétaires de la boîte, c'est la boîte de leur mère. Et donc, il y a un rapport affectif avec ça, il y a une histoire avec cette boîte. Certains ont fait des stages dedans, etc. Et même par rapport à des histoires de dynamique familiale et d'intercomparaison à l'intérieur de la fratrie, cette question d'avoir un de ses frères ou sœurs, même si nous, on n'a pas envie de reprendre, un de ses frères ou sœurs qui reprend la boîte du père, c'est pas quelque chose de neutre. Voilà, et puis in fine, bah, de décider ensemble qui pourra la reprendre et les conditions à réunir pour que tout le monde soit en paix avec ça. Voilà un peu le mandat, on va dire. Déroulement, là, pareil, entretien de cadrage avec la mère, message de la mère aux enfants, 4 entretiens individuels en visio, une réunion familiale de 3 heures, et elle a suffi, une seule réunion, suivie d'une soirée conviviale à laquelle je n'ai pas participé cette fois. C'était vraiment entre la mère et ses enfants, alors que dans l'exemple précédent, j'étais invité à la fête et au banquet. Voilà, et je le dis un peu en m'amusant parce que ça peut aussi choquer des médiateurs d'entendre ça. Mais encore une fois, ça fait partie du jeu. On s'adapte en fait. Voilà, ces gens-là, ils me font confiance. À la suite de cette réunion qu'on a vécue ensemble, qui a été riche en émotions, là je parle du truc d'avant, hein, euh, ils trouvent naturel de m'inviter à me mettre à table avec eux. Bah, j'accepte et je considère pas que c'est un écart par rapport à ma déontologie, on va dire. Ça ne veut pas dire que je deviens copain avec eux non plus, vous voyez. Euh, voilà. Et enfin,
Donc oui, cette réunion familiale a conduit à l'identification d'un candidat unique et à l'identification d'un certain nombre de principes structurants pour cette transmission. Je n'ai pas le temps de rentrer en détail là-dedans, bien sûr, on pourra peut-être y revenir aux questions, mais qui sont de nature à rassurer, sécuriser tout le monde, à ce que tout le monde soit en paix, comme je le disais précédemment. Voilà, et dernier point, un petit peu comme dans l'exemple précédent, une validation a posteriori de cette décision par tout le monde via un mail circulant sur la base d'une lettre d'intention du fils qui a été identifié comme candidat à la reprise et qui dit donc, qui récapitule en fait, voilà, son envie de le faire, ce qu'il a compris de ses frères et sœurs et de leurs attentes, ce qu'il prenait en compte, les engagements qu'il prend, ce qu'il attend en retour, etc. Et sur la base de ça, c'est établi euh, une forme d'accord en fait, partagé par tous. Fin de l'histoire, en tout cas de la première phase. J'enchaîne sur sa deuxième phase. La même mère et ce fils, euh, un an plus tard, euh, donc un an et demi plus tard, soit un an avant l'échéance de la vente, et, et, euh, et avec cette idée de dire, bah, on se rend compte qu'on s'engage dans un truc qui est un peu compliqué, où vont se mélanger des histoires d'affect de la relation mère-fils et des histoires de business. Je ne sais plus si oui, j'ai précisé que le fils était lui-même entrepreneur. Euh, voilà, donc négociateur, ne voulant pas acheter à un prix trop élevé, la mère ne voulant pas vendre à un prix trop bas, pour pas léser non plus les autres enfants qui allaient profiter via une donation d'une partie du fruit de la vente, etc. Donc le mélange des genres entre la relation mère-fils et la relation de négociation du rachat d'une boîte, euh, ils se rendaient compte que c'était quelque chose de dangereux et ils voulaient prendre soin de leur relation. Et donc l'idée, ça a été de mettre en place une démarche de dialogue euh, qui permettrait à chacun de clarifier pour soi-même et de nommer à l'autre ce qui est important, ce qui lui convient, ce qui lui convient pas, notamment dans l'attitude de l'autre, pendant tout le processus de négociation. Hein. Et puis, du coup, ensemble, de pouvoir prendre du recul sur l'instruction technique du dossier et pouvoir traiter et prendre en compte tout ce qui surgissait de la dimension affective de la relation entre la mère et le fils. Euh, voilà. Et puis, bah, évidemment, par ce processus parallèle de dialogue, parallèle au travail avec les avocats, etc., prendre les décisions à propos du processus de négociation et de son issue. Y aller ou pas y aller, jusqu'au bout ou pas, à quel prix, avec quelles concessions, etc. Voilà. Et donc là, réunion de cadrage avec les deux pour bien clarifier les attendus, parce que là, il y avait vraiment des choses un peu compliquées, et je vais y venir tout de suite d'ailleurs, parce qu'en fait, en plus des moments d'échange tous les 15 jours pendant 5 mois avec ces deux personnes, on s'est mis d'accord sur le fait qu'ils avaient un droit de tirage, entre guillemets, sur des entretiens individuels à la demande avec moi pour, quand ils étaient perturbés par quelque chose, pour prendre du recul, pour réfléchir, pour éviter d'avoir des réactions trop intempestives euh, vis-à-vis de l'autre. Et donc, c'est un mélange des genres, là, encore une fois, entre des plénières et des entretiens individuels intercalés. Et donc, c'est une zone d'assez grand danger hein, pour un médiateur, ce genre de choses, pour être sûr de ne pas se mettre à la faute. Et donc, j'ai discuté avec eux de règles très, très strictes d'étanchéité, en fait, c'est-à-dire d'impossibilité pour moi de faire le messager et également de grande vigilance pour moi et qui me signale si ils avaient le sentiment que dans ma manière de réagir avec l'un, j'avais importé des choses que j'avais capté dans mes échanges avec l'autre, par exemple. Et puis l'autre chose, c'est le déséquilibre assumé euh, entre le temps que je pourrais passer avec l'un et avec l'autre, c'est-à-dire d'assumer le fait que l'un pourrait me solliciter davantage que l'autre. Et je dis l'un parce que c'est surtout le fils qui m'a sollicité, parce que c'est lui qui avait plus souvent besoin, en fait, de prendre du recul par rapport à ce qui était en train de se jouer. Voilà. Et ce processus est passé par des hauts et des bas, des moments très critiques.
qui ont failli faire échouer en fait le processus, hein, enfin échouer la vente, pas échouer le processus, mais échouer la vente, c'est-à-dire qui ont failli aboutir à la décision de ne pas faire l'affaire, et puis finalement accord sur le prix, les modalités, et cetera. Je me rends compte que je suis très en retard. Hem, juste dire sur cet exemple qu'il a eu des suites, c'est-à-dire que ce dialogue mère-fils, il se poursuit pendant la finalisation de la vente, et pendant la période de transition. Et donc ça, c'est quelque chose qui est encore en cours. Et un autre des petits que ça a fait, c'est un dialogue au sein de la fratrie. C'est-à-dire que, le fils qui a racheté ou qui rachète, il a, offert à ses frères et sœurs la possibilité de devenir actionnaire, donc de participer à l'opération avec lui. Et là aussi, ça donne lieu à, tout un travail de dialogue et d'ajustement, entre eux, pour lequel il voulait être très vigilant sur le fait que ça parte pas en vrille, en fait. Hem, voilà, je vous fais le troisième très rapidement et je vous ferai grâce du quatrième, mais il sera dans le document qu'on fera passer. Hem, mais celui-là, c'est important, je pense, parce que c'est très spécifique aussi. Dialogue entre une femme et son frère en marge d'une succession. Le contexte, c'est, donc, 2 frères et sœurs d'une soixantaine d'années, brouillés de longue date, à cause d'une révélation faite 20 ans plus tôt, par la sœur de violences infligées par le père pendant leur enfance, et le frère remettant en question son témoignage. Voilà, et il y a autour de ces 2 personnes-là, tout un tas d'autres acteurs impliqués qui ont été plus ou moins témoins et qui ont été plus ou moins, aptes à, alerter, protéger ou pas, bref, qui sont impliqués de manière indirecte dans cette histoire. À la suite du décès du père, pendant le règlement de la succession, ces 2 personnes-là qui ne se parlaient plus depuis longtemps étaient obligées de se parler. Et c'était très compliqué avec, les, avocats, les notaires, les fiscalistes et cetera. C'était des familles aussi où il y avait du patrimoine, et c'était rendu très compliqué par cette relation conflictuelle et donc il leur a été soufflé à l'oreille qu'une médiation pourrait être de bon ton, pour, dépolluer la succession, on va dire. Donc, c'est ça l'idée, c'était d'essayer de nettoyer, c'est pas très joli comme mot, mais la relation, frère-sœur en parallèle, c'est-à-dire de laver le linge sale, en famille, heu, à l'écart, de l'instruction technique de la succession. Donc là, pareil, une démarche de dialogue assisté, là, on pourrait vraiment dire que ça correspond plus à ce qu'on appelle une médiation de manière classique, permettant à chacun et chacune de déposer les non-dits, les ressentis, d'expliquer certains choix et attitudes, peut-être d'être, entendu, compris par l'autre. Voilà, et de parler aussi de leur relation, depuis la tendre enfance, jusqu'au présent et d'envisager éventuellement, ce que ça pourrait être dans le futur et enfin de décider des suites à donner à la succession et à la relation. Voilà, et là, ce qui s'est passé, c'est un entretien avec chacun et chacune, 3 rencontres en visio, donc pas beaucoup, hein, 3 fois 2 heures, très espacées parce que, chaque rencontre était très pénible, et se soldait par, l'absence de décision sur l'opportunité d'en faire une autre, à court terme et donc ce sont des personnes qui sont revenues à moi, avec des intervalles qui étaient très longs, mais qui ont été aussi occupés par beaucoup d'échanges de mails. Là aussi, c'est quelque chose d'assez dangereux, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas se parler en dehors des séances avec moi. Donc ils s'envoyaient via ma boîte mail, tous les documents qu'ils estimaient, pertinents de faire lire à l'autre, à l'appui de ce qui s'était dit. Et donc, les trucs des procès machin, les PV et cetera, les, courriers, les mails, sur, une période de plusieurs décennies, enfin, ça a été un enfer. J'ai même été obligé de voir avec eux, de leur dire: «C'est pas possible, écoutez, moi j'étais obligé de leur facturer le temps que je passais à lire leurs mails et à les expurger pour pour qu'ils deviennent que factuels et à faire passer les documents à l'autre, mais sans provoquer, quelque chose qui serait de l'ordre du message. Mais vous voyez, là aussi, c'est très, très touchy, quoi, très, très sensible. Et donc ça m'a obligé à de nombreux, ajustements, de nombreux rappels à l'ordre, en fait. Alors c'est étonnant d'entendre rappel à l'ordre dans la bouche d'un médiateur transformatif, mais
comme je dis souvent, il faut être très clair sur le cadre pour pouvoir être très peu directif sur l'accompagnement. Voilà. Et il y a eu des rencontres périphériques entre la sœur et d'autres acteurs qui avaient été témoins du passé, parce qu'en fait, elle avait besoin d'explorer cette question j'ai pas été protégée, voilà, il y a une omerta, et pourquoi, et comment, etc. Et donc, ça l'a amené à rencontrer un certain nombre de personnes de l'entourage euh, voilà, de cette famille pendant cette longue période. Voilà, au final, ça a effectivement dépollué la succession et donc ils sont arrivés à des accords avec leurs experts et en revanche, ils sont arrivés à acter du fait que leur relation se terminait là. J'ai mis un définitif avec un point d'interrogation parce que nul ne sait ou ne saura, parce que c'est pas moi qui vais leur demander si un jour ou l'autre ils ont repris contact. Euh, voilà. Et je vous fais grâce du quatrième et quelques enseignements. Être clair sur la promesse, donc la nature, les modalités, les bénéfices de l'accompagnement proposé avec la famille et le cas échéant avec ses conseils. Être très souple en revanche sur le processus qui de toute façon doit être co-construit et parce que chaque dossier est singulier et c'est un processus qui s'invente en cours de route. On ne peut jamais savoir à l'avance comment ça va se passer. Deux choses qui sont du même ordre, résister absolument à la tentation de l'expertise et la laisser aux personnes qui sont payées pour ça, aux autres tiers, et surtout faire confiance aux personnes comme étant les meilleures expertes de leurs problèmes. Je dirais même qu'une certaine forme d'ignorance sur les questions techniques peut être un atout, c'est-à-dire que ne rien connaître et ne pas s'intéresser, ce qui est mon cas, aux histoires patrimoniales, aux histoires financières, etc., aux histoires de vente d'entreprise et tout ça, c'est presque un atout parce que ça évite d'avoir à aller s'embourber là-dedans, sachant que c'est pas moi la promesse que je leur fais. La promesse que je leur fais, c'est de les aider à se parler de choses qui sont importantes pour eux et qu'ils ont du mal à se faire comprendre, et non pas de me substituer à des aides à la négociation. Donc, j'ai pas besoin de me mêler de comment est valorisé ceci et des questions techniques. Voilà, se détacher vraiment de la question du résultat au sens de ce qui peut être identifié au début comme étant un point d'atterrissage, comme un accord, une entente, etc. Je reprends cet exemple de la vente de l'entreprise. En fait, moi, je me suis vu à un moment à me poser des questions parce qu'effectivement, ça partait en vrille. Pour des raisons tout à fait légitimes, le fils était sur le point de renoncer à l'achat de cette entreprise. Et j'avais quand même une petite voix qui me disait, ah, c'est quand même un peu dommage. Mais en fait, non, c'est pas dommage. S'il a des bonnes raisons pour pas bousiller sa relation avec sa mère et avec ses frères, de pas racheter cette entreprise, bah, ce résultat qu'on pouvait espérer, qui était la conclusion de cette vente, finalement, il fallait pas forcément l'espérer. Voyez. Et donc, l'idée, c'est de se concentrer vraiment sur l'état interne des personnes et sur leurs attitudes les unes envers les autres. Voilà. Et enfin, des choses de l'ordre de l'accompagnement dans l'instant présent, hein, pendant les séances, soutenir l'expression souvent intense des émotions et de l'hostilité, laisser toute sa place à l'évocation du passé, dans le sens où c'est vrai toujours pour moi, mais c'est encore plus vrai dans ces histoires familiales, parce qu'énormément de choses se nouent autour d'événements qui ont eu lieu quand les enfants étaient jeunes enfants, pour le coup. Typiquement, un point nodal de la relation entre la mère et le fils, c'est quelque chose de pas digéré sur le fait qu'il est allé en pension à l'âge de 6 ans ou 7 ans et qu'il n'a jamais compris pourquoi. Voyez. Et ça a été, il y a une catharsis qui s'est mise en place sur ce sujet-là. Voilà. Et dernière chose, être patient au cours de chaque conversation, mais aussi sur l'ensemble du processus, parce que ça peut s'étaler beaucoup dans le temps. Il y a des questions sur, notamment à partir de ta première situation. Peut-être sur le lieu, bah, comme je le disais, hein, notre philosophie, c'est on décide pas à la place des gens. Donc, ce qui est important, c'est que les personnes qui participent au processus soient confortables avec la façon dont ça se passe, y compris le lieu, y compris la manière dont il est agencé, y compris l'endroit où on s'assied, qui est en face de qui. Cette histoire de se mettre dans un lieu qui ne veut rien dire pour eux, bah, pour la plupart de ces familles, hein, ce n'est pas toujours le cas, hein, ça arrive que ce soit dans des lieux neutres. Euh,
bah, finalement, ça leur parle pas. Ils préfèrent au contraire être dans un endroit qui a du sens pour eux, qui colle avec cette histoire de volonté de cohésion de la famille, de pérennisation, etc. Je rappelle qu'au démarrage d'un processus comme ça, on est, sur le premier exemple, dans quelque chose qui s'appelle pas du conflit, hein, qui s'appelle pas de la médiation. Hein. Et moi, je suis très à l'aise avec ça. Je vais où les gens ont envie d'aller, en fait. Mais en revanche, c'est un sujet qu'on vérifie. C'est-à-dire que c'est une question qu'on pose. Ce serait quoi le meilleur endroit pour vous pour organiser ce type de réunion? Et on la pose aux pères qui initient le processus, mais on la pose aussi aux enfants on voit en entretien. Et si tout le monde n'est pas d'accord, bah, on en fait un sujet de conversation. Et c'est déjà un premier sujet pour voir dans quelle mesure les gens sont capables de discuter et décider. C'est un sujet en soi. Euh, donc ça, c'est pour le lieu neutre. Les conjoints, etc., excellente question. Là aussi, c'est une question qu'on pose systématiquement, bien sûr. Et bah, c'est variable selon les familles. Très souvent, les protagonistes, les frères et sœurs, etc., préfèrent ne pas inviter leurs conjoints parce qu'ils estiment que ça introduit trop de complexité, pas forcément utile. Euh, et en revanche, c'est un sujet dont on parle. Si les conjoints sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans les affaires familiales, etc., ça revient dans la conversation et la possibilité de les faire rentrer dans le processus est toujours là. Là aussi, c'est une décision qui est prise par les acteurs eux-mêmes et qui peut changer en cours de route. De même que dans une médiation familiale, par exemple, d'un couple, à un moment donné, peut émerger l'opportunité ou l'idée d'impliquer dans le processus un enfant. Je pense que c'est des choses que vous faites. Voilà. Et donc là, c'est un peu pareil. Voilà. Mais il y a des familles où c'est direct avec les beaux-frères, les belles-sœurs, etc. Hein. Là, bon, le père, il était sans son épouse elle était plus là, malheureusement. Mais quelquefois, c'est euh, c'est le couple qui est à la manœuvre, entre guillemets, et les deux sont là dans les discussions, etc. Donc ça, c'est pour les invités, les participants. J'ai évoqué tout à l'heure des oncles ou des tantes, enfin, ou des gens périphériques dans l'histoire du frère et de la sœur. Bah, ça aussi, au début, on ne le sait pas. C'est dans le cadre des conversations entre le frère et la sœur que ces personnes-là, les noms de ces personnes-là apparaissent et que euh, l'un et ou l'autre décide que c'est pertinent qu'il y ait une conversation entre telle et telle autre personne qui n'était pas prévue initialement. Non, pas du tout. Ça devient effectivement un sujet que prend en charge le collectif qui est en train de se parler. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec la volonté du frère, entre guillemets, rebelle ou un peu en conflit avec tout le reste de la famille et qui dit, de toute façon, je veux rien faire avec vous, vous m'emmerdez, etc. Ben, ça, on en discute et ça décide ce qu'on en fait. Donc là, en l'occurrence, j'ai un exemple en tête qui me vient où bah, très bien, ils ont trouvé une solution pour que la partie qui revient de droit, de patrimoine à ce membre de la famille lui soit transmise euh, de manière complètement étanche et séparée des autres et que il ne voulait pas, il ne participerait pas à la partie commune dans lesquelles les autres voulaient s'engager, par exemple. Un membre de la famille qui refuse dès le début. Voilà. Moi, honnêtement, non, j'en ai pas eu. Des gens qui rechignent un peu, qui sont moins volontaires, qui ont moins envie, qui sont moins enthousiastes, etc. euh, Il il y en a, mais là, dans ces contextes, entre guillemets, préventifs, vous voyez, il n'y a aucune raison. Euh, enfin, je veux dire, s'il n'y a pas un conflit qui est déjà clair pour tout le monde, avéré, etc., une incommunicabilité totale entre un membre de la famille et le reste,
Euh, Ce serait très surprenant que l'un d'eux refuse le processus. Ils y vont au moins pour voir. Ils y vont par curiosité, et ils y Hmm. vont aussi par intérêt, parce qu'on ne va pas laisser se développer une conversation sur des sujets quand même à fort enjeu en s'en souciant pas. Bon, oui, mais on pourrait avoir dans une famille quelqu'un qui... si maintenant ça me revient, une famille où il y avait quelqu'un dans la famille qui était un religieux, qui était un prêtre, et qui a dit non, moi... mes frères et sœurs, entre guillemets, allez en paix, parlez de vos histoires, mais moi, je, je, je me plierai à ce que vous décidez. S'il y a des choses qui me reviennent, de toute façon, je les donnerai à ma confrérie, etc. Vous voyez, donc plutôt dans une optique positive et de choix, on va dire, presque idéologique, quoi. Hein, il peut y avoir des choses comme ça. Tout à fait. En tout cas, à une partie du processus, pas forcément à tout, mais typiquement, dans l'exemple que j'ai donné là, je l'ai passé sous silence pour pas rentrer trop dans le détail, mais est intervenu à un moment du processus un associé de la mère qui, par ailleurs, avait la confiance de la fratrie, qui était connue, qui avait une relation, on va dire, un peu amicale avec cette famille de longue date et qui, ça et là, a participé à certains échanges. Ouais, tout à fait. Euh, En particulier dans la partie négociation entre la mère et le fils et aussi dans la partie discussion entre les frères et sœurs sur le projet commun dans lequel le racheteur les embarquait. J'affiche un taux horaire qui est variable selon les familles. Je dis souvent que je le fais à la tête du client, c'est-à-dire que selon que c'est des familles fortunées ou que ce sont des familles normales, on va dire, lambda, selon qu'ils sont nombreux ou qu'ils ne sont pas nombreux, etc. Euh, et donc, j'affiche un taux horaire pour mon temps, à moi, quelle que soit la configuration, que je sois en tête-à-tête avec les gens, ou qu'il soit 8 ou qu'il soit 2, c'est le même tarif, c'est le tarif de mon temps. Et au début du processus, forcément, il y a une phase un peu contractuelle, hein, et donc, je suis amené, c'est un peu pour ça que j'évoquais tout à l'heure les incertitudes qui introduisaient le fait que c'est des processus à géométrie variable. Euh, c'est qu'en fait, j'essaye de faire une cote mal taillée, quoi, mais la moins mal taillée possible, en donnant à voir le champ des possibles, justement. En disant, voilà, dans un dossier comme celui-là, par expérience, euh, voilà en gros le fil rouge, le processus, les incontournables. Le travail de cadrage initial, les entretiens avec chacun, qui parfois passent à l'as d'ailleurs. Hein. Je démarre une famille là, par exemple, où pour des raisons budgétaires notamment, on a zappé les entretiens individuels. Ça aussi, ça a été décidé voilà, en amont. Et on a décidé de démarrer direct par une réunion familiale. Et ils verront ensuite ce qu'ils veulent faire. Mais je reviens à ce que je disais, la cote mal taillée. Donc, les incontournables du processus. Donc, par exemple, pour l'exemple numéro un, c'est de, d'expérience 2 ou 3 réunions familiales précédées d'un entretien avec chacun et peuvent émerger les besoins de régler quelques passifs, entre guillemets, ou de crever quelques abcès dans des configurations différentes, à 2, à 3, etc. Et donc, je fais une évaluation et je donne une fourchette, en gros. Je dis, ça vous coûtera pas moins de temps et a priori, ça vous coûtera pas plus de temps, quoi. Voilà. Et donc, en général, je tape juste. Et pour vous donner une idée, le processus que j'ai décrit en exemple numéro un euh, de mémoire, c'est quelque chose qui tourne autour de 4 000 euros. Le long processus, dans le processus de choix du racheteur, c'est dans ces eaux-là aussi, 3 000 ou 4 000. Euh, le long accompagnement de la mère et du fils,
Euh, Là, c'est long et c'est beaucoup d'heures. Donc c'est quelque chose qui a dû coûter dans les un peu plus de 10 000 euros. Euh, voilà. Et le truc entre le frère et la sœur, ça a été quelque chose comme 7 000 euros, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a eu quand même pas mal d'entretiens périphériques, comme je vous disais, de la sœur. Et pas mal de temps que j'ai valorisé sur des tâches que d'habitude on ne fait pas. C'est très spécifique à ce truc-là. Euh, et donc qui ont augmenté un petit peu la facture parce que j'y ai passé vraiment du temps. Hmm. Euh, voilà pour les sous. Et donc, je vous cache pas que c'est parfois un peu compliqué, mais finalement, ça passe bien. Les gens, ils comprennent. Et ça participe un peu du processus de responsabilisation aussi, c'est-à-dire que, et d'empowerment. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du process, ils peuvent faire la balance entre ce que ça leur coûte d'être assistés dans leurs échanges et leur capacité à échanger sans assistance, vous voyez? Et donc, euh, et ça, comme médiateur transformatif, ça me plaît bien. Ça me plaît bien parce que vraiment, quand ils prennent la décision, alors il ne faut pas qu'ils la prennent pour des mauvaises raisons non plus, hein, donc je le vérifie, mais de dire, bah voilà, maintenant, on pense que on peut continuer tout seul, on peut finir tout seul. Bah, moi, je peux qu'applaudir quoi, dès demain. Donc, La prise en charge, le paiement fait partie de la réflexion. C'est ça que tu es en train de nous dire. C'est le fait de un s'arrêter. support de discussion entre eux et de Oui, réflexion. et c'est bien que tu le reformules comme ça parce que ça peut être aussi un support de discussion au tout début du process. Parce que, Mm. bah, typiquement, là, la famille que je démarre la semaine prochaine, euh, le processus a été initié, comme souvent dans ces cas-là, par un frère qui l'a proposé au reste de la famille, qui l'ont accepté. Et j'ai communiqué aux frères les éléments budgétaires, mais j'ai pas eu d'entretien avec les autres. Et à ce jour, on n'a pas stabilisé qui payait, en fait. Je ne sais pas. Et donc, un des sujets que je vais mettre sur la table pendant le travail de cadrage de la première séance, c'est ce que j'aime pas trop faire d'ailleurs, quand j'aime bien le faire plutôt de manière déportée ou avant, mais en même temps, c'est un bon sujet parce que ça permet aussi de voir comment les gens se positionnent par rapport à la démarche. Un des sujets que je vais mettre sur la table, c'est celui-là. C'est comment vous vous organisez pour payer, quoi. En fait, c'est essentiellement du bouche à oreille. Et donc, mais c'est intéressant qu'on revienne là-dessus parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes ici, probablement si c'est des étudiants de l'IFOMEN ou des personnes qui sont médiateurs familiaux, médiatrices familiales, et qui se posent la question de la diversification de l'activité. Euh, Moi, bah, bien sûr, je pars d'un autre point, mais on peut peut-être faire une comparaison, c'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité voilà, de prendre contact avec l'univers de la famille pour l'exercice de mon métier via un ancien client qui était conseiller en patrimoine et avec lequel je parlais de médiation, etc. Et il me disait, il y a des successions qui sont parfois bloquées pendant 2 ans parce que les deux frères se bouffent le nez. euh, et donc le pavillon, voilà, ou l'hôtel particulier qui est rue machin, on n'arrive pas à le vendre. Et pourtant, je leur propose des solutions qui techniquement sont magnifiques. Et donc, de fil en aiguille, on en est venu à ce concept du projet familial qui est le premier exemple que je vous ai donné. Et après, une fois qu'on a mis le doigt là-dedans et qu'on commence à être en contact avec des familles et qu'on les accompagne et qui mesurent le bénéfice qu'on peut tirer d'être soutenu dans ces efforts pour dialoguer, bah, les gens parlent autour d'eux. Et donc, premier cercle, c'est d'autres familles un peu du même milieu qui appellent pour un peu les mêmes dossiers. Et puis, chemin faisant, c'est une famille qui appelle pour une situation de crise. Entre-temps, bah, un autre partenaire conseiller en patrimoine à qui j'ai fait de la pub, etc., est bloqué sur un dossier, c'est mon exemple numéro 3, et a fortement conseillé, a donné mon numéro à ce frère et cette sœur.
Créer un réseau, c'est ça que tu es en Voilà. train de me donner. Et puis ce qui est intéressant surtout, c'est que après, ça quitte aussi ce milieu-là. C'est-à-dire que ces gens ont des amis, ils ont, etc. Et ils en parlent à des familles plus classiques, qui n'ont pas forcément de conseillers, qui n'ont pas un gros patrimoine. Mais j'allais dire, le sujet, en fait, que le patrimoine soit 50 millions ou une deux chevaux et trois meubles, c'est à peu près la même chose, hein. C'est-à-dire que Mhm. la résurgence des trucs du passé, les vieilles jalousies, qui était le préféré, qui s'est pris pour le père de l'autre alors qu'il n'était que le grand frère, etc. Tous ces trucs-là, c'est totalement indépendant de la profondeur du patrimoine, on va dire, hein. En parlant des notaires, Oui. c'est que moi, je connais pas mal de médiateurs, y compris débutants, qui se mettent en relation avec des notaires pour leur... Ça va vous faire frémir que je dise débutants en plus, mais et qui, en fait, ont des dossiers qui leur viennent par des notaires, tout simplement, les notaires de leur région. Alors, la prise en compte des situations délicates, j'ai envie de dire, c'est un peu partout, un peu comme partout ailleurs ou dans n'importe quel autre contexte, hein. C'est-à-dire que euh, des personnes en situation d'extrême fragilité, j'en ai aussi dans les entreprises, dans les organisations, on en a tous, quels que soient les contextes. Des suspicions de violence, de choses qui sont hors la loi, etc. On peut en avoir aussi. Bon, pour le coup, moi, j'ai été assez préservé de ça. Mais j'ai envie de dire, la vigilance, elle est la même que pour n'importe quel autre praticien. C'est que quand on a un doute, bah, soit on fait pas, soit à la limite même, on peut alerter. Euh, Ce qui est vraiment important, c'est d'être confortable avec ce qu'on fait. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui... vous savez, c'est pareil avec les coachs, hein, quand ils accompagnent quelqu'un qui est chez qui ils semblent détecter sans être psy, sans avoir une expertise particulière dans ce domaine, mais ayant été sensibilisé quand même, hein, au trauma, etc. Tout le monde suit des formations, des choses comme ça là-dessus. Bah, une petite lumière qui s'allume et puis il dit non, moi je peux pas. Et là, dans ce cas, on fait ce qu'il y a à faire. Après, moi, mon expérience, c'est que ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est justement la déstabilisation et la fermeture à un très haut degré, sans pour autant qu'il y ait ni pathologie, ni suspicion de faits répréhensibles, etc. C'est juste, c'est juste la vie, quoi. C'est-à-dire que les gens se mettent dans des états pas possibles et somatisent aussi à fond et se retrouvent à manifester leur déstabilisation et leur fermeture de manière extrêmement intense et on les accompagne là-dedans. Tant qu'on n'est pas inquiet de quelque chose de bizarre, de louche, de pathologique, ou etc. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens n'ont pas besoin d'être malades ou victimes d'une agression avérée pour être dans tous leurs états par rapport à des trucs qui se sont passés et qu'ils ont mal vécu, soit récemment, soit très anciennement. Et ça, en médiation transformative, on est très entraîné à accompagner les gens dans cette chose-là, sans chercher à les réconforter, les soigner, etc., mais juste en accueillant de manière très profonde et très fidèle et en reflétant ce mal-être ou cette attitude extrêmement hostile vis-à-vis d'un ou d'une autre, etc. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, mais je ne veux pas être trop long parce que... euh, Il y avait une question tant que tu étais aussi sur cette manière particulière de travailler avec le processus transformatif. Tu as évoqué le fait que dans la situation mère-fils, tu n'avais pas transmis les messages que l'un et l'autre se passaient. Est-ce que non, tu peux oui. nous expliquer un peu pourquoi tu as fait ce choix et Non, dire deux mots de la confidentialité de la médiation dans ce mais type de processus? c'est pas que je leur ai pas transmis les messages, c'est que je leur ai dit qu'il fallait pas me prendre pour un messager et que donc j'avais pas de message, ils n'avaient pas de message à me confier pour l'autre.
Et je leur ai dit aussi que je leur garantissais la totale confidentialité par rapport à ce qu'ils me disaient en privé et que je n'allais pas d'une manière ni le rapporter à l'autre, ni d'une manière ou d'une autre le réimporter les plénières entre eux. Euh, voilà. Et ben, pourquoi je le fais? Bah, parce que pour moi, c'est une hygiène de base de médiateur, en fait, hein. C'est-à-dire que, en tout cas, en transformative, on fait jamais ça, quoi, au grand jamais. Euh, et après, je dis ça, mais c'est un peu contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure, où chaque processus est différent et il faut s'adapter. Par exemple, quand on fait des processus restauratifs, type justice restaurative, etc., où l'éventualité de la rencontre est relativement faible, hein, en général, euh, les gens qui font ça, ils, ils font les messagers, mais ils le font selon des règles extrêmement strictes. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une règle dans l'absolu que je leur ai, que je leur ai imposée. C'est quelque chose dont on a discuté. Je leur ai mis sur la table, en fait, ce que ça voulait dire, quelles étaient les implications, qu'est-ce qui se passe. Je leur ai dit ça. Si l'un d'entre vous me dit quelque chose à propos d'un sujet ou à propos de l'autre, euh, et comment vous le vivriez si je reportais, etc., ou si je l'invitais à aborder ce sujet lors de la rencontre suivante sans lui laisser le choix de le faire lui-même, etc. Alors je leur donne mon avis là-dessus, et puis je prends le leur, et ensuite on décide ensemble, en fait. La comédiation au sens de intervenir ensemble dans une plénière avec les participants, dans tous les exemples que je vous ai donnés, je ne l'ai jamais fait. D'une manière générale, je pratique assez peu la comédiation. Euh, je pense que je n'ai pas forcément le temps de rentrer dans le détail de pourquoi, comment, etc., mais notamment pour des raisons économiques, tout simplement. Euh, je la pratique pour des grands groupes, dans des organisations, quand vraiment il y a beaucoup de monde, dans des plénières larges. En revanche, ce qu'il arrive fréquemment de faire, c'est que quand dans un dossier fait des petits et qu'il a des ramifications, avec des entretiens périphériques, avec tel ou tel, euh, parfois on bah, typiquement, c'était pas le cas dans cet exemple-là, mais dans d'autres qui étaient très proches, dans le truc du frère et de la sœur, euh, quand il est identifié d'autres acteurs que la sœur pourrait rencontrer, euh, à ce moment-là se pose la question de savoir si elle veut le faire avec moi ou pas. Et si le frère est d'accord pour qu'elle le fasse avec moi ou pas. Vous voyez, donc là, je le transpose à ce cas-là. Parfois, effectivement, le résultat de cette discussion, c'est non. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Et dans ce cas, c'est pas de la comédiation, mais c'est l'association d'un autre médiateur dans le processus. Euh, donc voilà pour la comédiation. Ensuite, les experts, faire intervenir des experts. Bah, j'ai envie de dire comme toujours, c'est-à-dire que quand il y a une question technique qui émerge, sur laquelle les personnes ne sont pas compétentes, moi non plus, et surtout dont j'ai pas envie de me mêler parce que c'est pas mon job, euh, et que par ailleurs, ils n'ont pas de personnes pour les accompagner là-dessus, ce qui, dans les cas que je vous ai décrits, est très rare, parce qu'en fait, les personnes ont déjà un notaire, un conseiller en patrimoine, un ceci, un cela. Mais ça arrive quand même quelquefois qu'ils identifient le besoin de faire appel à des tiers pour les aider sur une partie du dossier, les conseiller, etc. Et c'est un sujet de discussion, c'est un sujet de prise de décision pour eux. Et, euh, et après, bah, ils en font ce qu'ils veulent. Ils peuvent m'en reparler après s'ils veulent ou pas, mais voilà. Et donc, dans l'intervalle entre deux sessions, ils peuvent avoir mobilisé tel ou tel expert qui va les accompagner. Voilà, je vois des remerciements de gens qui s'en vont, ça fait plaisir, merci beaucoup. Euh, la convention, alors la convention, je rigole parce que c'est effectivement un truc euh, que moi je fais très peu, au sens du document standard que je remets toujours aux personnes pour qu'elles le signent, etc., de manière formelle. En revanche, il y a un certain nombre de choses quand même qui méritent d'être confirmées, validées par écrit.
Et donc, j'ai jamais de trucs standards, mais j'ai quand même des contenus qui reviennent régulièrement. Dans ces dossiers dont je vous ai parlé, la manière de faire classique que j'ai, c'est une fois les contacts préliminaires passés, euh, j'envoie un mail aux personnes concernées en récapitulant les caractéristiques de cet accompagnement. Dedans, il y a les histoires de sous, mais il y a aussi un certain nombre de choses par rapport à ma confidentialité, par rapport à comment ça va se dérouler, des choses qu'on s'autorise à faire, des choses qu'on s'interdit de faire, etc. C'est jamais très très long, mais je demande une confirmation, une validation par retour de mail pour avoir quand même une trace. Après, il y a plein d'autres sujets qui ne sont pas pris en charge par cette petite brique formelle et qui peuvent être des sujets de discussion entre les personnes accompagnées. Par exemple, puisque je parlais de ma confidentialité, leur confidentialité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent faire de ce qu'ils se disent entre eux. Et tu vois, tout à l'heure, tu me posais la question de l'implication des conjoints. Euh, Ce sujet-là vient souvent sur la table par rapport à qu'est-ce qu'on raconte ou pas à nos conjoints. Et c'est un bon prétexte aussi pour avoir une discussion. Et d'ailleurs, ce type de conversation permet parfois de faire émerger des choses qui sont vraiment importantes à prendre en compte dans leurs échanges, s'agissant de la relation aux beaux-frères et aux belles-sœurs, par exemple. Et s'agissant de l'influence ou de l'impact que le comportement, l'histoire avec cette personne, arrivée dans la famille, etc., peut avoir sur le processus dans son ensemble. Mm. Et d'ailleurs, ça peut conduire à, comme je l'évoquais tout à l'heure, à décider d'impliquer ou non ces personnes qu'on n'avait pas forcément mises dans la boucle au départ. Mm. Pas que pour les formations, mais si vous vous intéressez à l'approche transformative, dont franchement j'ai donné un aperçu très parcellaire et qui peut être très frustrant et très insatisfaisant, j'espère m'être fait comprendre quand même un petit peu. Insatisfaisant, certainement pas au vu de tous les messages de remerciements et d'intérêt que j'ai vu passer. Donc, Et donc, vous frustrant avez sans doute. alors le bouquin dont on a parlé au tout début, sur lequel tu m'as interrogé, il est là, la couverture est là, donc vous pouvez le lire, c'est intéressant. Euh, et ça reprend vraiment tous les principaux concepts, etc. Le site médiationtransformative.org, c'est celui du réseau francophone pour l'approche, et là, vous pouvez trouver plein de trucs et notamment des ressources vidéo. Et en particulier, vous pourrez y trouver une vidéo où il y a certaines des diapos que je vous ai montrées au début aujourd'hui, mais beaucoup plus, une vidéo d'un peu plus d'une heure qui présente vraiment les principes fondamentaux de l'approche. Euh, et donc, c'est des diapos avec ma voix off dessus. Voilà, j'ai un catalogue de formations là. Où il y a les formations d'initiation, d'approfondissement sur la médiation transformative, mais aussi d'autres choses. Et puis sinon, bien sûr, moi je suis ouvert à toute demande d'information ou demande spécifique sur des formations sur mesure. Et puis, j'ai mis aussi mon adresse mail en bas de cette page pour d'éventuelles demandes, consultations sur des interventions de médiation ou d'assistance au dialogue ou des sensibilisations sur le sujet. Voilà. Mais voilà, pour répondre à la question sur les formations, c'est le catalogue là qui est en deuxième ligne. J'ai oublié de dire que j'avais envie de dire parce que je pense que ça peut donner envie. C'est pas que je veuille avoir des milliers de concurrents sur ce terrain de jeu-là, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de besoins. Moi, j'y prends énormément de plaisir parce que c'est vraiment, j'y prends beaucoup plus de plaisir que dans les organisations parce que vous allez y retrouver pour les médiateurs familiaux toutes les caractéristiques que vous avez dans la médiation entre couples, et même plus, je pense, par rapport à l'intensité, à la profondeur des choses. Parce que ces personnes-là, en fait, c'est là-dessus que je voudrais finir. Il y a à la fois la, comment dire, l'intensité potentielle de cette mise en route de conflits, etc., avec des choses très anciennes, très rentrées,
très, très, très difficiles, très intimes, etc. Donc qui sont potentiellement très conflictuels. Et en même temps, il y a ces liens du sang. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être même un peu plus que le couple. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui parlent, qui se connaissent depuis la naissance, certains ont été élevés par d'autres, etc. Et ça fait une forme de mécanisme de rappel qui est incroyable. Et par exemple, entre ce frère et cette sœur qui pouvaient plus se saquer, qui se parlaient plus, et qui se parlent toujours plus, hein, je dois l'avouer, mais au cœur de ce truc très désagréable, très conflictuel, très douloureux, il y a eu des moments de tendresse, d'évocation du passé. Et quand je parle de nettoyer la relation, il y avait ça aussi, vous voyez, pour que chacun reparte en paix avec ça. Et donc, que la relation perdure ou qu'elle perdure pas, en fait, elle existe toujours, quoi. J'ai envie de dire même après la mort. Et donc, en tant qu'intervenant, c'est c'est parfois chaud, hein, c'est parfois dur, aussi dur que je pense de la médiation de couple, aussi intense, mais c'est très enrichissant. C'est vraiment très, très, très C'est enrichissant. la médiation familiale. C'est le C'est ça, propre de la médiation familiale. C'est qu'effectivement, une fois qu'on y a goûté, c'est passionnant. c'est ça. Je ne pourrais pas dire le contraire. Je te remercie infiniment. Merci C'était à toi de vraiment, m'avoir il y aura invité. encore plein de choses à dire, plein de questions. Et merci à vous tous qui étiez connectés. On était très nombreux Aussi, ce merci à vous. soir. Je vous donne rendez-vous le 18 décembre parce que le 18 décembre, nous serons à la 11e rencontre médiation familiale. Et là, la thématique sera la justice restaurative. Tu m'as fourni le moyen de faire le lien entre vos deux conférences. Génial. Mm. Voilà, et Alix se chargera de vous inviter tous. Merci, Olivier, et bonsoir à tous. Merci, merci, au revoir. Bonne Bonne soirée à soirée, tous. Soirée. Alix, dans Merci, à Grenoble. bientôt.